Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle session RECATRA orientée sur les interactions entre cardiologues d'insuffisance cardiaque avancée et nos collègues rythmologues qui sont souvent très impliqués dans la prise en charge de nos patients. Et j'ai la chance de co-modérer cette session avec Clément Delmas de Toulouse. Et le premier orateur, c'est Mathieu Échivard qui va nous parler de la place de la live vest dans la prise en charge d'une insuffisance cardiaque avancée. Merci Mathieu. Bonjour à tous et merci Guillaume et puis merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer à cette session online avec un sujet assez original et puis vraiment intéressant, c'est la place de la LiveVest dans l'insuffisance cardiaque avancée. Alors, est-ce que j'arrive à faire? Ouais, j'arrive à faire avancer. Je voulais commencer par une première partie qui va me sembler assez essentielle, c'est expliquer la problématique. Je vais essayer de ne pas passer de plus de 6-7 minutes dessus, mais vraiment pour vous expliquer tout doucement comment on va en arriver à ce sujet de la LiveVest de l'insuffisance cardiaque avancée. Et tout d'abord, quels patients sont concernés? Alors, ça va être des patients qui vont être concernés par la LiveVest qui ont un risque rythmique élevé et qui n'ont pas de défibrillateur. Donc, le début de cette présentation, ça va être essayer de comprendre chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque avancée, quel est leur risque rythmique? Est-ce qu'ils ont un risque rythmique élevé? Et quelle proportion n'a pas de défibrillateur? Alors, chez les patients en attente de transplantation, clairement, d'un point de vue physiopathologique, on explique assez bien, en cas d'insuffisance cardiaque avancée, il y a vraiment un risque accru de troubles du rythme ventriculaire et inversement, les troubles du rythme ventriculaire vont favoriser la progression de la maladie. Alors, quelques chiffres, les premiers sont assez anciens, mais on estime qu'environ la moitié des décès sur liste de transplantation étaient liés à une mort subite. Chez les patients qui étaient sur liste sans défibrillateur, le risque de mort subite est quand même assez élevé. Il est estimé à 20% à 1 an et 33% à 2 ans. Et chez les patients qui ont un défibrillateur et qui sont sur liste, on estime que durant le temps passé sur la liste de transplantation, le risque de thérapie appropriée varie de 20 à 50% d'après cette méta-analyse qui date d'il y a 2 ans, qui regroupe environ 10 études. Alors, combien de patients ont un défibrillateur quand ils sont sur liste de transplantation? Globalement, on approche à peu près le chiffre de 2/3. Des données assez intéressantes, c'est cette courbe qui vient des États-Unis, des patients qui sont sur liste de transplantation. On voit qu'à partir de 2003-2005, donc ça correspond aux études MADID2 et SCODEFT, on atteint un chiffre d'à peu près 80% de patients qui ont un défibrillateur sur liste de transplantation. Ce chiffre de 80%, il est globalement stable depuis la fin des années 2010. Donc, c'est à peu près le chiffre à retenir. Il y a 20% des patients qui n'ont pas de défibrillateur. Alors, pourquoi? On en parle un petit peu dans la littérature et c'est du bon sens. Parfois, il y a le refus du patient. Il y a des patients qui vont avoir une extraction du défibrillateur dans le cadre d'infection. Et puis, dans une bonne proportion, il y a le diagnostic récent d'insuffisance cardiaque avancée des patients qui, d'emblée, vont rentrer dans le tract d'insuffisance cardiaque avancée et donc qui, entre autres, ne vont pas avoir plus de 3 mois de traitement optimal et qui, d'emblée, vont arriver sur liste de transplantation sans qu'il y ait eu la possibilité de mettre en place un défibrillateur. Alors, insuffisance cardiaque avancée et effet du défibrillateur, cette méta-analyse qui date d'il y a 2 ans est particulièrement intéressante. C'était plus de 36 000 patients. 2/3 avaient un défibrillateur, un quart avait une assistance ventriculaire. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que la mise en place, ou en tout cas euh, la, la- la présence d'un défibrillateur diminue le risque de mortalité globale, diminue clairement le risque de mort subite et augmente le taux de transplantation cardiaque. Il y a un effet qui est important et que j'introduis un petit peu ici, c'est l'effet temps sur liste. Globalement, plus longtemps un patient va être sur la liste de transplantation et plus le risque de mort subite, la balance risque de mort subite, risque de défaillance hémodynamique va être en faveur de la mise en place d'un défibrillateur. Et puis, dans cette méta-analyse, il faut comprendre qu'il y avait quand même 99% des patients qui avaient déjà un défibrillateur avant l'inscription sur liste de greffe. D'où cette question. Quand le patient est sur liste de greffe et qu'il n'a pas de défibrillateur, qu'est-ce qu'on fait? C'est là vraiment la problématique et on arrive un petit peu vers l'idée de la LiveVest, c'est que chez ces patients-là, le bénéfice de la mise en place d'un défibrillateur est relativement incertain parce qu'il y a une compétition entre le risque de défaillance hémodynamique, de décès d'insuffisance cardiaque et le risque de mort subite. Donc globalement, sur des courtes périodes, on n'est vraiment pas certain que le défibrillateur, on va dire son rapport bénéfice-risque soit en faveur du bénéfice qui protège du risque de mort subite, qui est peut-être outrepassé par le risque de défaillance hémodynamique. Et globalement, dans les recommandations, un patient qui est négrique à chaque 4, sans projet derrière, le DAI n'est pas recommandé pour cette histoire de compétition de risque. Il y a aussi les risques d'implantation d'un défibrillateur, même s'ils restent relativement modérés.
Il y a eu une seule étude randomisée où on a comparé mise en place d'un défibrillateur ou pas chez des patients qui étaient sur liste de transplantation. Elle a malheureusement été arrêtée prématurément pour un recrutement faible. Il y a une étude observationnelle qui date d'il y a 10 ans avec une étude de sous-groupe de 72 patients qui ont eu l'implantation de défibrillateurs après la mise sur liste de greffe. Il n'y avait pas d'amélioration de la survie globale. Au contraire, ça a même tendance à montrer que la survie globale était plus basse. Malgré tout, les recommandations et les dernières recommandations de l'année dernière place en grade 2A, en classe 2A, l'indication de mise en place d'un défibrillateur en prévention primaire, parce que bien sûr on parle de la prévention primaire, chez les patients qui sont en attente de transplantation cardiaque. Chez les patients avec assistance, alors je vais surtout parler de cette très belle étude française qui a été publiée par Vincent Galland là, il y a 5 ans, qui recrutait 500 patients à peu près sur 19 centres français qui avaient, alors c'était des LVAD à flux continu, les dernières générations. Alors voilà, pour donner un petit peu les chiffres, 3/4 avaient un défibrillateur. Le risque d'arythmie ventriculaire était plutôt élevé. Sur les 30 premiers jours, il était de 23%, 27% pour des arythmies ventriculaires plus tardives. C'est assez concordant avec la littérature. Le délai de survenue médian était de 5,30 mois, donc ça survenait quand même assez précocement. Et vraiment, cette notion qui est importante sous assistance ventriculaire, c'est que c'est clairement pas pareil que chez les patients qui ne sont pas sous assistance, parce que la majorité des patients sont asymptomatiques. Quand l'arythmie ventriculaire va durer, on peut avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite, de dyspnée, mais globalement, il n'y a que 11% des patients qui étaient symptomatiques, dont 3 syncopes et aucun arrêt cardiaque. Donc ça, vraiment, c'est un élément fondamental. Il faut un petit peu revoir cette perspective de l'arythmie ventriculaire et de leur risque chez les patients sous LVAD, parce que clairement, c'est pas pareil que chez un patient qui n'est pas sous assistance ventriculaire. Dans cette étude, d'ailleurs, la survenue d'arythmie ventriculaire ou la mise en place d'un défibrillateur n'était pas associée à un impact sur la mortalité. Je parle brièvement du score de risque qu'ils ont créé, qui est particulièrement intéressant et qui va pouvoir un petit peu, je pense, avoir sa place dans la discussion de la mise en place de la LiveVest. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais globalement, on peut vraiment distinguer des patients qui vont être à faible risque, même avec un risque quasiment nul, entre guillemets, de survenue d'arythmie ventriculaire à 1 an, et des patients à très haut risque avec un risque sur 2 d'avoir un événement ventriculaire à 1 an. Globalement, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais la littérature est assez concordante. La mise en place d'un défibrillateur n'est pas associée à une augmentation de la survie, d'autant plus dans les assistances ventriculaires de dernière génération à flux continu. Et puis les recommandations sont assez disparates. Certaines conseillent la mise en place d'un défibrillateur après la mise en place d'une assistance, d'autres non, et d'autres, les recommandations américaines, le proposent seulement en cas d'arythmie ventriculaire. Et ça aussi, ça va être quelque chose qui va être intéressant pour éventuellement avoir une importance, une potentielle place de la LiveVest dans les patients qui ont une assistance ventriculaire. Donc, si je reviens un petit peu à ce tableau du début, les patients en insuffisance cardiaque avancée, en général, ils ont vraiment un risque rythmique élevé, avec le petit bémol que les patients sous assistance ventriculaire ont un impact clinique qui est non majeur, et ça a son importance. Et puis, il faut considérer qu'à peu près, il y a un quart des patients, 20 à 30% des patients, qui n'ont pas de défibrillateur pour des raisons variées, en particulier parce que parfois le diagnostic d'insuffisance cardiaque avancée est plutôt récent. On en arrive au sujet du jour, la place de la LiveVest. Vous le savez probablement, la LiveVest a une indication de remboursement en France dans l'indication en attente de transplantation cardiaque. C'était le cas dès 2014 avec le début de la commercialisation en France, et puis ça a été renouvelé en 2019 avec la précision que l'indication doit être évaluée tous les 3 mois avec évaluation du rapport bénéfice-risque et de l'observance. Les recommandations professionnelles aux États-Unis, c'est des recommandations de grade 2A à grade 2B pour la mise en place de la LiveVest en attente de transplantation cardiaque. En Europe, c'est une recommandation de grade 2B. Et puis, il y a ces deux recommandations qui sont intéressantes, les guidelines de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire, qui placent la mise en place d'un défibrillateur qui soit implantable ou portable comme une recommandation de grade 1, et les dernières recommandations de l'ESC de l'année dernière qui distinguent un petit peu deux choses. C'est du grade 2A pour la mise en place d'un défibrillateur et du 2B pour la mise en place d'une LiveVest, et les deux insistent sur le fait que la LiveVest doit être envisagée chez des patients sélectionnés. Ces recommandations-là insistent en particulier, et ça c'est vraiment une bonne idée, c'est chez les patients qui ont une infection systémique ou une infection du boîtier. Et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant chez les patients chez qui le temps anticipé de présence sur la liste de transplantation est plutôt court. J'y reviendrai plus tard.
les recommandations de l'ESC prennent aussi en compte, nous parlent un petit peu de cette notion qui est importante de temps expecté sur la liste de transplantation, en prenant en compte qu'elle peut être plutôt longue, et ça va rentrer en compte. En tout cas, ils nous disent que c'est du 2A pour le DEF implantable et du 2B pour la LiveVest, et que la LiveVest, évidemment, va être une alternative au défibrillateur chez des patients sélectionnés. On va voir un petit peu lesquels. Alors, dans la littérature, il n'y a pas énormément de choses chez les patients en attente de transplantation et qui ont eu une LiveVest. Il y a surtout cette étude-là qui a été publiée en 2015 sur 120 patients. Un quart était en attente d'une seconde greffe et puis trois quarts, et là je vais introduire une idée qui est vraiment importante, étaient soit sur liste de transplantation, soit étaient envisagés sur liste de transplantation. Et ça, je pense que c'est vraiment une notion essentielle. Le durée de port moyen était plutôt long, c'est un petit peu une différence avec les autres indications, il était quasiment de 4 mois, avec une bonne compliance. Ça, c'est quelque chose d'important. On peut se poser la question chez les patients qui ont une durée de port plutôt longue, est-ce qu'il y a une bonne compliance? La médiane était de 20 heures, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Il y a 6% de choc approprié, c'est plutôt pas mal quand on compare par exemple à l'étude VEST qui était plutôt aux alentours de 2-3%. Là, il y a une différence, il y a plus de chocs appropriés. Et puis l'évolution, il y a seulement 9% des patients qui étaient décédés sous l'IVEST, et puis un certain nombre allaient vraiment vers la transplantation, et puis d'autres, ça permettait d'orienter vers la mise en place d'un défibrillateur. Et puis il y avait une autre étude un petit peu plus petite sur 22 patients qui retrouvent aussi des durées de port moyennes longues, 2 patients qui ont un choc approprié sur les 22, et puis des patients qui ont eu la mise en place d'un défibrillateur, d'autres, ça aussi c'est intéressant, qui ont eu une amélioration de la FEVG, et 4 qui ont été demandeurs d'arrêter la LiveVest parce que le port commence à devenir un petit peu long pour avoir un défibrillateur. LVAD et LiveVest, alors dans la littérature, il n'y a vraiment pas grand-chose. Une chose déjà qui est importante, parce que c'est vraiment une question qu'on peut se poser, et une question qu'on s'est posée il n'y a pas si longtemps, je sais que d'autres centres se sont posés il n'y a pas si longtemps, c'est que les dispositifs sont compatibles. On peut mettre une LiveVest aux patients qui ont les LVAD, en tout cas ceux de dernière génération. J'ai contacté Zoll pour savoir un petit peu leur expérience en France. Elle est vraiment pas très importante. Il y a 5 patients chez qui il a été envisagé de mettre une LiveVest et qui avaient une assistance ventriculaire. Ils expliquent pas trop pourquoi, mais il y a 4 patients chez qui ils n'arrivaient pas à établir la ligne de base qui est nécessaire pour pouvoir après bien détecter les arythmies ventriculaires. Ils ont du mal à expliquer le fait que ce soit le LVAD qui en soit responsable. Toujours est-il qu'il y a un seul patient, a priori, qui a eu une LiveVest avec une assistance ventriculaire. Dans la littérature, il y a un retour d'expérience, c'était The First Clinical Experience, c'était en 2016 sur 8 patients qui avaient des durées de port alors qui n'étaient pas très très longues, une bonne compliance avec une moyenne de 20 heures par jour. Dans les choses intéressantes, sur les 8 patients, il y a quand même une TV inhibée et une TV choquée. Le devenir, il y en a 3 qui sont allés vers la transplantation, 2 qui ont un défibrillateur, un où le médecin n'a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'avoir un défibrillateur, et puis un qui l'a arrêté au bout de 5 jours parce qu'il y avait la détection de bruit. Il n'y a pas eu, malgré tout, de complications, il n'y a pas eu de sous-détection ou même de choc inapproprié qui aurait pu être lié à l'assistance ventriculaire. Et puis, il y a un autre article qui est un petit peu plutôt on va dire un papier de consensus statement, entre guillemets, qui va nous expliquer que il peut y avoir un intérêt thérapeutique, surtout grâce au bouton d'inhibition des thérapies de la LiveVest. Globalement, ça peut prévenir un patient qui fait une arythmie ventriculaire et donc de se rapprocher assez rapidement de son centre de référence. Ça peut aussi avoir un intérêt diagnostique, et ça, c'est assez intéressant pour vraiment se laisser le temps de déterminer quels patients vont vraiment nécessiter ou vraiment avoir une indication de mise en place d'un défibrillateur. Je rappelle les recommandations américaines qui nous disent que la mise en place d'un défibrillateur chez ces patients va vraiment être envisagée s'il y a des arythmies ventriculaires. Donc, à la limite, la LiveVest peut servir un petit peu de stratification de risque en regardant si les patients présentent des arythmies ventriculaires durant le port de la LiveVest, surtout sur la phase post-opératoire précoce. Alors, j'arrive un petit peu on va dire aux indications, entre guillemets, quels patients on pourra être concernés par la LiveVest de l'insuffisance cardiaque avancée. Les patients sur liste de transplantation, sans défibrillateur, surtout si probabilité de greffe rapide, mais clairement, ces patients-là, c'est vraiment une indication intéressante de la LiveVest parce qu'ils ont un haut risque rythmique, parce qu'ils ont un haut risque de mort subite, et que clairement, sur une courte période comme ça, chez ces patients-là, le défibrillateur a un rôle un petit peu incertain avec cette balance risque de défaillance hémodynamique contre risque de mort subite.
Et puis chez les patients avec LVAD sans DAI, franchement, c'est à discuter. Alors éventuellement pour stratifier le risque, alors, vous voyez quand même que c'est des niches, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup de patients qui sont concernés. Éventuellement pour se laisser le temps pour envisager un défibrillateur, donc pour stratifier le risque. Et puis là où le score de risque de l'étude française que je vous ai présentée peut être intéressant, c'est éventuellement plus proposer cette LiveVest pour les patients qui sont à très haut risque rythmique. Donc éventuellement sélectionner un peu plus les patients. Parce que comme je vous l'avais vu, ils ont un risque rythmique important, mais l'impact clinique en termes de mort subite, il est vraiment pas majeur. Et puis, je voulais introduire une idée qui a déjà été introduite un petit peu dans l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est que je pense que la LiveVest a vraiment une place très intéressante chez les patients qui sont envisagés sur liste de transplantation cardiaque, qui sont à un stade d'insuffisance cardiaque relativement avancé, qui ne sont pas encore sur liste de transplantation, mais qui sont envisagés. Souvent, ce sont des patients qui ont un diagnostic récent, qui vont rentrer d'emblée dans l'insuffisance cardiaque sévère. Ces patients-là vont avoir un haut risque rythmique, mais on a besoin d'un petit peu de recul, déjà pour mettre en place un défibrillateur, pour envisager vraiment de les mettre en place sur la liste de transplantation, et parce que parfois aussi, ce sont des patients qui peuvent avoir une amélioration de la FEVG et du coup échapper entre guillemets au défibrillateur. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on constate dans les études de vraie vie que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vous illustre un petit peu le cas d'un patient que nous, on a eu dans le service. Et chez qui on a proposé une LiveVest. C'était un patient de 49 ans qui était triathlète, qui n'avait pas d'antécédent particulier, qui avait même eu une consultation de cardio un an plus tôt dans le cadre de son activité sportive. Elle était tout à fait normale. Et puis, il est pris en charge pour une insuffisance cardiaque avec FEVG à 30%, des troponines relativement élevées en plateau, mais pas de lésion coronarienne, et une IRM cardiaque qui conclut à une myocardite aiguë avec dysfonction biventriculaire relativement sévère. Le tableau initial était vraiment sévère, parce qu'il était en choc cardiogénique, nécessitant dobutamine et lévociment en dents. Il présente même une arythmie ventriculaire, mais alors en contexte de myocardite aiguë et sous amine, une TV à 160 par minute qui cède au moment de l'induction pour faire le choc électrique. Donc, il est transféré dans notre centre. On fait un bilan relativement exhaustif qui conclut à une myocardite aiguë sans plus d'étiologie. On décide, après beaucoup de réflexion, de mettre en place une corticothérapie qui fait régresser complètement les troponines, qu'il est négative, entre guillemets. Et puis à l'IRM, elle nous inquiète un petit peu parce que par rapport à l'examen 3 semaines plus tôt, la composante inflammatoire a régressé et a fait place, entre guillemets, à la fibrose myocardique, ce qui n'est jamais de bon pronostic. Et il y avait une absence d'amélioration de la fonction systolique biventriculaire avec des vraies altérations des fonctions systoliques. Il sort avec un traitement de sortie qui était le maximum pour ses capacités, qui était quand même plutôt acceptable. Et puis on programme quelque chose d'assez rapide, une consultation à 1 semaine, de la rééducation, et puis un bilan à 2 mois pour envisager la défibrillateur ou la mise sur liste de greffe. Et donc chez ce patient-là, on décide de lui mettre en place une LiveVest parce qu'on l'estime à haut risque rythmique, parce qu'on a besoin un petit peu plus de recul aussi pour voir vers où on va avec la mise en place du traitement, entre autres. La consultation à 1 semaine, alors il n'est pas très symptomatique, mais il se limite clairement dans son activité physique. Il a un profil tensionnel plutôt bas. Et 10 jours plus tard, il présente un malaise avec, sans perte de connaissance initialement, avec la LiveVest qui l'alarme. Et puis syncope. Et puis il présente tout simplement un arrêt cardiaque. Pas de choc délivré par la LiveVest. Et puis malheureusement, ça se termine mal parce que malgré intervention du SMUR et puis réanimation complète, le patient décède. Donc ça me permet de vous montrer un petit peu des tracés de LiveVest. Alors voilà la ligne de base dont je vous parlais. Voilà ensuite les tracés le jour de son décès. Donc on voit clairement que là, le tracé n'est plus le même, qu'il est en tachycardie ventriculaire. De façon intéressante, vous voyez les petits icônes là qui montrent que le patient en fait inhibe la thérapie, il n'a pas perdu connaissance. Et puis entre 10h35 et 10h39, on a plusieurs tracés, ceux-là, et puis les alternances avec ceux-là, où en fait on voit que parfois la TV est détectée, parfois elle n'était pas détectée, on oscillait un petit peu entre les deux. Et pour une raison que j'explique pas trop, en fait, le seuil de TV a été fixé un petit peu haut, probablement à 180 par minute, ce qui fait que parfois la TV était détectée et parfois pas. Et puis le prochain tracé qu'on a, il est à 10h45 et malheureusement, c'est un tracé d'asystolie avec massage cardiaque extérieur. Donc voilà un petit peu un retour d'expérience sur une bonne indication de mise en place de l'IVEST, où là, malheureusement, les choses ne sont pas terminées comme espéré. LiveVest et insuffisance cardiaque avancée, un petit peu des partages d'expériences françaises, avec surtout l'étude de Rodrigue Garcia, l'étude Where It France, qui a été publiée il y a 2 ans, qui est celle qui va nous donner le plus d'informations sur l'expérience française,
C'était un peu plus de 1000 patients qui avaient eu la mise en place d'une LiveVest sur 88 centres français. Vous voyez que les indications en attente de transplantation cardiaque, c'était 7,6%. Des choses intéressantes, c'est que la durée de port était significativement plus longue que les autres indications, 77 jours médian, mais malgré tout que la compliance qui était plus de 20 heures, il n'y a pas de différence en multivariate avec les autres indications. Donc ça, c'est intéressant. C'est des durées de port dans cette indication-là qui vont être plutôt longues, mais malgré tout, les patients vont garder une bonne compliance. Il n'y avait pas beaucoup de chocs appropriés chez les patients dans cette étude et il y en avait aucun dans ce groupe-là. Il n'y avait pas non plus de choc inapproprié ou d'effets secondaires. Les estimations de l'HAS, en partant du nombre de patients en attente de transplantation et de l'évaluation du nombre de patients qui ont un défibrillateur, une évaluation qui était un petit peu moins importante quand même que les chiffres que je vous ai montrés, ils estiment que cette indication concernerait environ 380 patients par an. Et puis pour mes 2 dernières diapos, je vais sortir un petit peu du sujet initial. En fait, je vais inverser la question et puis vous demandez quelle place pour l'insuffisance cardiaque avancée dans la LiveVest. Je retourne un petit peu la question. Dans l'étude Warid France, en fait, l'indication principale de mise en place d'une LiveVest, c'est la cardiopathie ischémique. J'étais investigateur coordonnateur d'une étude qu'on a appelée WICD-MI, qui a inclus tous les patients de 41 centres français qui ont eu une LiveVest en post-infarctus entre le début de la commercialisation en 2015 et début 2021, puis qui ont eu un défibrillateur ensuite. Ça, c'était le flowchart de l'étude. Donc, il y avait 2639 patients qui ont eu une LiveVest en post-infarctus. C'est juste pour vous montrer que pas énormément n'ont eu de transplantation cardiaque durant le port de la LiveVest. Il y en a eu 4. Il y a eu 56 patients qui sont décédés durant le port de la LiveVest et la moitié, ça c'est plutôt intéressant, la moitié c'était d'insuffisance cardiaque avancée. Il y a 1032 patients qui ont été inclus dans l'étude parce qu'ils ont eu un défibrillateur derrière. C'était des patients plutôt sévères. Un quart d'entre eux avaient eu un choc cardiogénique en post-infarctus. Et puis, au moment de la mise en place du défibrillateur, il y en avait quand même un cinquième qui était classe 3 ou classe 4 NYHA. Et la FEVG moyenne était aux alentours de 29%. Alors, voilà les chiffres intéressants que je voulais vous présenter. Chez ces patients-là, l'incidence de la transplantation cardiaque ou la mise sous assistance à 1 an était quand même de 2,7%. Il y a quand même 28 patients sur les 1027 qui ont été évalués, pour lesquels on avait la donnée, qui ont eu une assistance ventriculaire ou une transplantation. Et sur un suivi médian de 2,6 ans, il y a quand même 4,5% des patients qui ont été transplantés ou une assistance. Et puis une question, est-ce que le fait d'avoir une TV ou une AV sous LiveVest durant la période post-infarctus, est-ce que ça augmente le risque de présenter une insuffisance cardiaque avancée par la suite? Et dans notre étude, non, il n'y avait pas de différence significative entre les patients qui avaient eu une arythmie ventriculaire durant la période précoce post-infarctus et les autres patients. Ma petite slide de conclusion. Dans l'insuffisance cardiaque avancée, vous avez pu constater qu'il y a un très haut risque rythmique et qu'il y a à peu près 20 à 30% des patients qui n'ont pas de défibrillateur. S'il y a une véritable question chez ces patients-là, c'est faut-il implanter un défibrillateur et surtout quand? C'est vraiment l'avantage de la LiveVest, c'est que ça va pouvoir proposer une protection rythmique avec une bonne efficacité, une bonne tolérance, une très bonne tolérance et une très bonne compliance. Ça va pouvoir aussi nous permettre de gagner un petit peu du temps pour prendre la bonne décision dans les suites, avoir des informations supplémentaires pour après prendre la bonne décision pour le patient. Quelque chose que je n'ai pas abordé durant la présentation, mais qui est aussi intéressante, les études observationnelles ont tendance à montrer que le port de la LiveVest a tendance à améliorer l'observance médicamenteuse en sensibilisant un petit peu plus le patient à sa pathologie. Et la LiveVest peut aussi permettre de faire un suivi d'insuffisance cardiaque à distance avec un ensemble de paramètres que du coup le médecin peut suivre, l'orthopnée du patient, sa fréquence cardiaque, son activité physique quotidienne. Et donc, quel patient, en conclusion, ça va être intéressant? Les patients sur liste de transplantation qui n'ont pas de défibrillateur, clairement, il y a un vrai intérêt à mettre en place une LiveVest. J'ai mis en un petit peu plus petit surtout ces probabilités de greffe rapide, parce que quand on regarde les données de l'Agence de biomédecine, en France, le délai médian pour avoir une greffe après la mise sur liste, elle est de 2,4 mois. Donc globalement, il y a 50% des patients sur liste qui, au bout de 2,4 mois, vont avoir une greffe cardiaque. Donc, je pense vraiment qu'un patient sur liste de transplantation qui n'a pas de défibrillateur, il y a un vrai intérêt à lui proposer la LiveVest au moins sur les 3 premiers mois, comme proposé dans l'indication de remboursement. Les patients avec LVAD, voilà, c'est un petit peu une niche.
C'est à discuter probablement au cas par cas, mais c'est un petit peu exceptionnel. Et puis, des patients chez qui c'est vraiment intéressant, c'est ceux chez qui la mise sur liste de greffe à court terme est envisagée. C'est souvent des patients chez qui il y a un diagnostic récent d'insuffisance cardiaque avancée. Il y a eu une étude qui se rapproche un petit peu de cette idée-là. Et de cette idée-là, c'est l'étude SWIFT. Je vous ai mis la référence si ça vous intéresse. C'était une étude prospective de patients qui ont présenté une insuffisance cardiaque aiguë et une vraie cardiopathie sévère sous-jacente. Et donc, les patients avaient à peu près 3 mois de mise en place de l'iVest. Et puis, voilà, il y a une étude des outcomes secondaires. Voilà, merci pour votre attention. Ben, merci beaucoup Mathieu pour ce topo qui était hyper clair et puis bien complet, qui va nous amener à quelques petites questions. La première pour moi, c'est d'un point de vue pratique et donc remboursement. Si je dis pas de bêtises, mais tu vas me confirmer, sur la patient sur liste de transplantation, on a un remboursement. Ouais. Infarctus avec FE altéré, on m'a soufflé à ma droite qu'on avait un remboursement aussi avec un seuil qui est à 35, si je dis pas de bêtises. Qui était à 30% jusqu'au juillet 2019 et qui est passé à 35 en juillet 2019. Ouais. D'accord, donc 35. Et par contre, même dans notre tête, des fois, on poste l'insuffisance cardiaque aiguë, surtout de nouveau, en fait, hein, comme tu l'as expliqué. On aurait envie de se dire, bon, on va débuter les traitements, on a envie de lui mettre une LiveVest, on le fait quand même de temps en temps, mais Ouais. on est hors clou, c'est ça? Eh ben, pas tant que ça. J'avais prévu de le dire dans la présentation et j'ai oublié de le faire. Donc, merci pour cette question. C'est une excellente question. J'ai posé la question à Zol directement, en fait. Clairement, il n'y a pas de critère qui permet, on va dire, qu'il soit nécessaire pour avoir le remboursement. C'est-à-dire que, par exemple, le critère, on va dire, l'inscription sur liste de greffe n'est pas un critère nécessaire pour avoir le remboursement. Donc j'ai posé la question à Zol parce que comme tu l'as dit, pour moi vraiment la vraie un des intérêts vraiment majeurs de la LiveVest, c'est les patients dont tu viens de parler. C'est on découvre l'insuffisance cardiaque avancée et puis on a envie de les protéger le temps d'avoir un petit peu plus de recul. Et donc j'aurais posé la question, ils m'ont répondu qu'à partir du moment où il y avait vraiment le projet de greffe était envisageable et puis on va dire assez robuste. C'est-à-dire que c'est un patient qui est en âge d'envisager une greffe plus tard, qui est assez sévère et qu'il est mis en place il est mis dans un track insuffisance cardiaque sévère avec une équipe qui a l'expérience de la mise sur liste de greffe, donc comme dans un CHU, et bien clairement, il n'y a aucun souci de remboursement. Eux m'ont dit clairement, ces patients-là dont on vient de parler, on peut leur proposer la LiveVest. Ouais. Ouais, Mathieu, Pierre, bravo, c'était très bien. Je suis d'accord avec toi, mais et pas tout à fait d'accord. C'est pas à Zol de nous dire si c'est remboursé, parce que bien sûr qu'ils vont ils vont tout nous rembourser, j'en suis sûr. C'est pas fou, c'est vrai. Mais non, c'est compliqué, je trouve, ce choix-là c'est un peu hypocrite de marquer en attente de greffe, ça veut tout et rien dire en fait. Je crois que la vraie question, c'est celle que tu as posée juste avant, c'est quel est le délai rapide de greffe. Et écoute, moi, dans ma petite expérience, quand on m'en parle, c'est pas 2,4 mois. Euh, donc à partir de là, je crois qu'il y a un élément dont tu n'as pas parlé, mais on est là pour t'embêter, c'est le prix aussi. Le prix, si ça doit durer 6 mois, 1 an, est-ce qu'il vaut mieux, enfin je sais pas, moi je me vois pas vivre 12 mois avec une LiveVest. On a une LiveVest qui peut se mettre sous la peau, qui peut durer un peu plus longtemps. Donc quel est, je sais pas, quel est votre délai, vous, que vous acceptez pour dire, bon ben voilà, maintenant il est peut-être en temps de greffe, mais ça vient pas, et on lui met un def. Tu me connais, et je mettrais plutôt chez ces gens-là du sous-cutané, hein, mais qu'il n'y a pas les effets pervers infectieux endocavitaires, d'abord vasculaires et tout ça. Nous, on ne sait pas trop, honnêtement, hein, je te dis. Après, moi, je suis un peu maquignon et de la campagne, donc ça vaut 100 euros par jour. Donc, au bout de 3 mois, j'ai déjà dépensé 9 000 euros. Donc, 4 mois, 12 000. Donc, tu vois où je veux en venir. C'est juste comment vous réfléchissez, vous? Moi, Alors, j'aurais tendance, si je peux. Ah, pardon, Mathieu. Mais Non, ouais, juste pour pardon. recentrer le débat, je pense que c'est pas tant la greffe, parce que la greffe chez les patients ambulatoires, elle est longue, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt l'effet du traitement. Et chez des patients qui sont d'emblée très sévères,
qui sont en insuffisance cardiaque avancée, mais dans la définition, en théorie, on a quand même le recul avec les traitements qu'on a essayés, etc. Et donc moi, c'est pour ceux qui sont, entre guillemets, un peu en dehors de la définition, chez qui on n'a pas pu introduire le traitement, et chez qui on va essayer de l'introduire prudemment, et on ne sait pas s'ils vont s'orienter vers le choc cardiogénique ou vers la très mauvaise tolérance des médicaments. Et là, bah, dans ces cas-là, c'est rapidement greffe. Donc pour moi, aller faire un acte un peu invasif, c'est peut-être pas nécessaire si on va à la greffe. Par contre, ambulatoire, stabilisé avec médicaments, projet de greffe, c'est plutôt effectivement défibrillateur selon la modalité la plus adaptée. Je laisse Mathieu Ouais. compléter. Oui, alors c'était alors nous on n'a pas énormément d'expérience, je crois non plus, hein, sur la mise en place de la LiveVest là chez des patients comme ça. On va dire que 3 mois, ça me paraît plutôt bien, un petit peu comme l'indication entre guillemets de remboursement. C'est un petit peu l'idée que j'ai essayé d'introduire cette notion de temps sur liste, parce que comme tu l'as dit, passer du temps sur la liste avec la LiveVest, alors déjà ça coûte cher, déjà. Ensuite, la compliance, elle va diminuer avec le temps. D'ailleurs, c'est ce qui était dans une des études. À un moment, il y a certains des patients qui demandent le défibrillateur parce qu'ils se disent ben, j'en ai marre de porter la LiveVest tous les jours. Et puis, donc voilà, en effet, il y a cette durée de temps. Donc, je ne suis pas sûr qu'au-delà de 3 mois, l'intérêt de la LiveVest puisse vraiment se justifier. C'est vraiment un petit peu un pont vers la décision pour nous avoir un petit peu plus de recul. Mais 3 mois passés, je pense qu'en effet, si le patient n'a pas été greffé et qu'on s'oriente vers des durées plus longues, il faut mettre en place un défibrillateur. Je suis vraiment d'accord sur l'idée-là. Ce qui est hyper compliqué, c'est que tu nous donnes les chiffres généraux de la BM, hein. C'est ceux qui nous donnent aussi, hein. Donc ces Ouais. chiffres sont vrais, hein. La médiane est à 2,4 mois. La problématique, en fait, c'est que quand on regarde la répartition des délais d'accès à la greffe, il y a deux belles courbes qui se croisent pas, qui est la courbe qui tire la médiane vers le bas, qui est un peu plus de 30% de la population qui est sous ECMO, et Mm. les ambulatoires, en fait. Et Ouais. c'est des débats qu'on a à l'agence de la biomédecine quand ils nous donnent leurs résultats à chaque fois. En fait, on a 30% des patients qui sont greffés dans les 14 jours avec l'ECMO. Ouais. Et donc, c'est eux Mm. qui tirent vers le bas. Et en pratique, Mm. ce qui est hyper difficile, en effet, c'est pour l'ambulatoire se faire une idée de ce délai. Alors, on essaie avec les scores de l'ABM. Ça reste quand même assez complexe. Évidemment qu'il y a des petits poids, des grandes tailles, des groupes un peu particuliers qui peuvent nous aider à nous dire que ça va prendre du temps. Mais pour les autres, c'est assez complexe. Et en pratique, pour un patient notamment qui a fait une décompensation un peu sévère, hein, qui rentre dans la maladie de nouveau avec cette décompensation sévère ou alors avec un cœur vraiment, comme on a des fois au tapis et qu'on découvre de nouveau, Mm. c'est cela où on a vraiment envie de se dire, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit systématique, même si on est hors clou du remboursement, pour leur Mm. mettre une live vest, le temps d'implémenter nos thérapeutiques, qu'ils aillent même en rééduque potentiellement avec et qu'ils rentrent après, et où au final on en sait trop rien. Donc il y a des fois, s'ils sont jeunes et que, surtout si évidemment il y a eu quelques extras, etc., on se dit, bon, bingo, et sinon on ne sait pas. Je ne sais pas Ouais. ce que vous faites pour cela. Nous, clairement, on utilise la LiveVest dans cette indication-là, hein. Chez les patients-là que tu décris, on met la LiveVest autant que possible. Et je sais que dans beaucoup de centres, c'est fait comme ça. C'est pas l'objet du cours, mais c'est vrai que les traitements d'insuffisance cardiaque sont des très bons antiarythmiques enfin, en termes de prévention du risque de troubles du rythme chez les patients insuffisants cardiaques. On sait qu'il y a quand même pas mal de données qui viennent des essais cliniques randomisés qui montrent qu'un patient bien traité a moins d'événements, probablement par stabilisation de la maladie. Et je pense que, je ne sais plus si on a un cours là-dessus au programme, mais ce serait intéressant d'en faire un. Mais voilà, d'introduire les traitements, ça va réduire le risque rythmique et donc d'avoir le temps d'introduire les traitements et de réduire ce risque, quelque chose qu'encadre un petit peu. Et puis, souvent, chez ces patients qui sont très sévères, quand on les découvre, j'ai envie de dire que la trajectoire est souvent assez binaire. C'est-à-dire que soit on a une amélioration rapide, soit malheureusement on a une dégradation rapide. Et effectivement, après, les seuls où on sait qu'on va être rapide à la transplantation, pour moi, c'est toutes les ECMO et puis les patients avec une priorité, donc qui ont 900 points, d'ailleurs sur orage rythmique ou sur contre-indication à l'assistance, qui sont les plus fréquentes. Mais c'est vrai que pour tous les autres, même s'ils sont très très sévères sur des paramètres biologiques, ils ont souvent une attente qui est supérieure
à 3 mois, sauf les cas particuliers d'une femme qui ne serait pas immunisée, qui fait 50 kilos, qui peut récupérer un grand nombre de greffons, mais c'est quand même pas la majorité des patients qu'on a. Non. Et, juste une petite remarque, Mathieu, sur ton cas clinique, là, je crois qu'il faut bien, tu l'as dit, mais il faut le préciser pour les gens qui écoutent, le réglage des zones, hein, quand même, c'est pas du tout comme un défibrillateur, hein. On a tous fait les mêmes conneries au début, c'est-à-dire Ouais. qu'on a tous, je pense qu'il faudrait que ça soit pas des rythmologues qui les règlent, ce serait plus simple, parce qu'on a tous mis des zones très hautes Ouais. par habitude avec le défibrillateur pour éviter les chocs inappropriés, toutes ces bêtises-là. Et en fait, je crois qu'il faut laisser le 150, 200, enfin le truc nominal, parce que de toute façon, le patient peut de lui-même inhiber les thérapies. Donc Ouais. finalement, les vraies thérapies inappropriées, il y en a peu ou pas, et voilà, parce que par contre, il y a beaucoup d'arythmies qui pourraient être traitées, mais qui sont bien tolérées et que le patient inhibe en fait. Donc on a vraiment fait les mêmes conneries que tout le monde, je pense, au début. Et donc c'est un peu dommage là que le patient avec sa TV qui est 10 battements en dessous de la zone qui était haute, Ouais. voilà, on a tous fait les mêmes, hein, c'est vraiment pas une critique, mais je crois qu'il faut bien le souligner. La Livette, c'est pas un défibrillateur, donc ça se règle pas pareil. Ah ben, l'idée de ce cas clinique, c'était un petit peu pour montrer ça aussi, hein. J'ai pas trop insisté dessus, mais oui, là c'est un petit peu dommage que la borne soit vraiment haute. Et comme tu l'as dit, en nominal, c'est 150-200, c'est ce qui est recommandé, et puis c'est ce qui est fait dans plus de 80% des cas en France. Et là, clairement, ouais, ça aurait dû être fait comme ça. Ouais. Non, mais c'est pas du tout une critique, hein. On a tous fait les mêmes, hein. Ouais, mais justement, je voulais présenter ce cas-là aussi pour Ah, montrer et cette c'est que très, mettre en place une UPS, c'est informatif. important. Mettre les bons réglages, c'est important aussi. Ouais. Ben, merci beaucoup Mathieu pour ce super topo et cette belle discussion autour. Ouais, Merci merci. Pierre à Toulouse en rythmologie aussi pour ces échanges. Et puis ben, à très bientôt pour d'autres discussions au programme dans 15 jours pour EI4A. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci.